Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 31 octobre, l'occasion de faire naître de nouvelles vocations avec la campagne de recrutement des pompiers volontaires. On en parlera notamment avec les commandants respectifs du SDIS Nyon-Dio, le Gland-Serine et Terre Sainte. Du côté politique, le référendum contre le plan de la Ceuta démarre dans un climat tendu. Partisans et opposants s'accusent les uns des autres de menteurs. Nous leur avons donné la parole. Enfin, pour clore ce journal, une page de sport avec les Centurions La Côte, champions de la Ligue romande. 2 semaines après le dépôt du référendum sur la Ceuta, la municipalité de Nyon dénonce la manière dont s'est déroulée la récolte de signatures. Selon l'exécutif, le comité référendaire Nyon Demain a usé de propos contraires à la vérité et déplacés, voire carrément insultants. Plutôt que d'annuler le référendum, la municipalité en appelle au canton pour éviter que de tels cas ne se reproduisent. La municipalité a validé un référendum avec un texte qui a été soumis et qui est validé justement par la municipalité. Il y a eu plusieurs allers-retours avec les référendaires sur ce texte. On s'est mis d'accord sur un texte et suite à ça, le comité a rajouté une page A4 avec des éléments qui sont contestables, qui sont même insultants pour la municipalité. Alors ce document, je l'ai sous les yeux et quand je le lis, à la fin, sur la 4e page, je vois bien marqué ces arguments n'engagent que leurs auteurs. C'est un des griefs que vous avez contre le comité référendaire. Oui, parce que la municipalité a validé le document, la partie droite du document, avec la feuille de récolte des signatures, avec les éléments qui sont notés derrière. On a eu plusieurs allers-retours avec le comité référendaire et on a accepté le texte pour finir qu'il nous donnait. Par contre, la partie qui était rajoutée sur la gauche a été faite par la suite et contient un certain nombre d'éléments mensongers et qui ne sont pas corrects pour la municipalité. La municipalité se sent carrément insultée par ce comité référendaire. Oui, parce que quand on dit que la municipalité a menti, je crois que c'est quand même grave pour une municipalité. Ces éléments-là, on parle du rapport d'Ecoscan avec les arbres. Et ce qu'il faut savoir, en étant vraiment très simple, c'est que le plan d'affectation de la Ceuta, il y a un plan, il y a un règlement et il y a un rapport 47 OAT avec une annexe qui est justement ce document Ecoscan. Et ces documents-là, qui est un gros document rédigé avec un certain nombre d'éléments, ce document-là, la commission l'a eu dans le cadre des débats qu'on a eus. On n'a jamais discuté des arbres dans le cadre de la commission. Cet élément-là est venu après, dans les discussions du conseil communal. Mais si on avait discuté en commission, on aurait pu l'expliquer exactement le pourquoi de cette différence de nombre dans les arbres. On sent quand même que la municipalité a envie d'aller de l'avant et pour cette raison, vous avez décidé de ne pas invalider cette récolte de signatures. Oui, parce que je crois que là, on se perd un peu dans les considérations juridiques. Et puis, je crois que maintenant, c'est le moment d'aborder vraiment le problème, enfin, la discussion sur le plan d'affectation de la Ceuta. Maurice Guay, il y a tout de même un point. Vous avez publié ce communiqué à l'issue de la récolte de signatures. Pourtant, ce document, vous l'avez reçu dans votre boîte aux lettres, vu que c'est un tout-ménage. Pourquoi ne pas avoir mis les holà avant la récolte de signatures, dès que vous avez reçu ce document dans votre boîte aux lettres? On l'a reçu très tard dans les boîtes aux lettres, quand on a eu connaissance, du temps qu'on puisse l'étudier, voir avec le service des communes le problème de légalité, etc. On était quasiment en fin de récolte de signatures. Et je le répète, je crois qu'on on est correct vis-à-vis de la démocratie. Je crois que les gens sont exprimés, alors peut-être avec des arguments faux, mais enfin, il y a un certain nombre de personnes qui ont demandé à pouvoir voter sur ce dossier-là. Donc, on respecte ce côté démocratique et on en parlera dans le cadre de la campagne sur les arguments mensongers du comité. Comité référendaire et municipalité s'accordent sur le fait que c'est un projet pilote, mais que l'on soit d'un bord ou de l'autre, eh bien, on n'a pas le même point de vue. Oui, on l'a expliqué très clairement à la commission. C'est un projet pilote, non pas au niveau de l'urbanisme, au niveau de l'architecture, mais un projet pilote au niveau social, puisqu'on a un certain nombre de bâtiments à Nyon des années 60 qui sont en phase ou qui vont être en phase de rénovation. Et on a un problème à gérer. C'est comment est-ce qu'on rénove ces bâtiments et qu'est-ce qu'on fait avec les gens et les familles qui vivent dans ces logements pendant ce temps. Donc, pour nous, c'est ça le projet pilote. C'est ce côté social d'accompagnement en fait, des propriétaires par rapport à ces rénovations. De son côté, Nyon Demain considère que tout a été fait selon les règles. Selon le comité référendaire, les accusations portées par la municipalité sont destinées à remettre en cause la crédibilité des référendaires afin de semer le doute auprès des Nyonnais. Les opposants à la Ceuta répondent à l'exécutif au micro de Florian Cavalieri. Nous avons suivi très scrupuleusement le modèle qui est proposé par le canton, qui est repris par la municipalité sur la base de la loi sur l'exercice des droits politiques. Il s'agit au recto d'une grille pour les signatures et au verso un argumentaire qui est facultatif, mais nous l'avons mis.
Et ce document-là a été validé par la municipalité. Par la suite, nous avons ajouté une autre feuille avec des logos, d'autres arguments pour la distribution postale. Ce n'est pas interdit par la loi, on aurait très bien pu tout mettre dans une seule enveloppe avec la feuille de signature validée, un autre argumentaire, mais pour des raisons pratiques, nous avons joint les deux. Et ce procédé est légal, rien ne l'interdit. Le contrôle du texte est légal dans la mesure où il s'agit, au moment des votations, d'éditer la brochure commune aux deux parties. Et à ce moment-là, il y a un contrôle sur la quantité, la longueur des textes et sur le contenu. Mais c'est seulement au moment de la votation. Au moment des récoltes de signatures, rien dans la loi ne dit que nous devons soumettre notre texte à la municipalité. Nous l'avons fait parce que nous étions ignorants de cet article de loi. Depuis, nous avons creusé la question à cause de ces accusations. Et nous sommes parfaitement clairs, on n'aurait pas eu besoin de le faire. Vous rejetez même la balle finalement dans le camp de la municipalité en disant finalement la municipalité, l'administration ne s'est rendu compte de cet envoi joint qu'à la remise des signatures, alors que finalement vous l'avez envoyé en tout ménage, tout le monde l'a reçu à Nyon, municipalité, administration y comprise. Oui, en effet, nous sommes très surpris que la municipalité ait attendu ces derniers jours pour faire ce communiqué de presse, alors que le 27 septembre, tout le monde a reçu dans sa boîte aux lettres ce flyer. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi tout de suite s'ils trouvaient qu'il y avait quelque chose à redire? Pourquoi ils ont attendu maintenant? On nous explique que le conseil communal a eu toutes les pièces pour prendre les décisions. Et dans des échanges de courriels, la municipalité avoue ne pas avoir eu à transmettre ce rapport Ecoscan à la commission. Elle a aussi validé les arguments qui sont sur l'argumentaire officiel validé par la municipalité, comme quoi le conseil communal n'a pas eu tous les documents pour prendre les décisions au moment du vote. Donc elle accepte ceci. Maintenant, concernant les servitudes, donc c'est les droits de passage qu'il y aura sur les parcelles pour que tous les citoyennes et citoyens puissent traverser ces parcelles. C'est écrit dans la convention et c'est écrit dans le préavis que cette servitude sera réalisée par la ville et entretenue par la ville. Il faut qu'on m'explique. Si la ville réalise quelque chose et entretient quelque chose, c'est quand même de l'argent public qui finance ça. Ça, ce n'est pas le plus important du dossier. Mais dire que c'est un mensonge, là, on est quand même extrêmement étonné. Alors, ça commence à ressembler à un millefeuille, ce référendum sur la Ceuta. Loin de ces querelles, pour le comité référendaire, le but, c'est de revenir au centre du débat. Et quel est justement ce centre du débat ? L'idée, c'est d'arriver au vrai débat, que les citoyennes et citoyens puissent entendre les discussions sur les vrais enjeux, à savoir la proximité des bâtiments, l'étalement urbain sur la parcelle. Est-ce qu'on doit construire peut-être avec une autre forme ces bâtiments pour pouvoir préserver de plus grands espaces verts et maintenir certains arbres en place? C'est ça le vrai débat. Et j'espère qu'on y arrivera avec les vraies données. Retournons sur les bancs de l'école. Lundi, une centaine d'enfants âgés de 4 à 8 ans ont pris possession de l'ex-maison Gubler, désormais devenue unité d'accueil pour écoliers. Le bâtiment est nommé La Maison. Acquise par la ville en 2013, cette demeure de style néo-gothique est bâtie sur une parcelle de plus de 7000 m², transformée en parc public. Donc 96 enfants vont venir aujourd'hui pour la première fois, toute première fois, à midi, pour investir les lieux de leur nouvelle UAPE. L'ouverture d'une nouvelle UAPE, j'imagine que c'est quand même quelque chose d'important pour une municipale en charge de l'accueil de la petite enfance et de la cohésion sociale. Oui, bon, ce n'est pas des places supplémentaires, c'est des transferts d'autres UAPE, mais qui n'étaient pas idéalement placés, qui cherchaient depuis longtemps à déménager, notamment l'association de la Balle au Bon. Et puis, c'était l'occasion, cette magnifique maison avec ce parc non moins magnifique à proximité de l'école. Donc oui, effectivement, c'est vraiment un moment important et privilégié pour le personnel du UAPE, mais aussi pour les enfants. Vous l'avez dit, une centaine de places sur un total d'environ 1400 enfants accueillis dans ces UAPE. La maison, c'est donc une UAPE, mais c'est aussi un parc. Et là, je me tourne vers la municipale en charge des espaces verts. Alors ce parc, à quoi ressemble-t-il ? C'est un écrin de verdure, en plein centre de Nyon, une forêt.
Il y a vraiment une forêt avec des chemins forestiers et puis de la verdure, de l'espace de contemplation, de jeu. Il y a aussi des mares temporaires qui facilitent la biodiversité. Ce parc a été voulu vraiment respectueux de la nature, il va vivre au rythme de la nature. Et puis, alors c'est à souligner, il est pour tout un chacun. Donc il est pour les Nyonnais, pour les visiteurs, il est ouvert au public et il est juste magnifique, cela a été dit. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment de souligner que c'est un parc ouvert, un nouveau parc public à Nyon, et puis un parc qui va avoir encore une pièce maîtresse qui va arriver, puisqu'il devrait y avoir normalement bien une œuvre d'art qui prendra place dans cet espace de près de 7000 mètres. Alors il y a deux choses qui vont encore arriver, des jardins potagers qui sont juste là en dessous, qui sont encore à faire, à créer, et puis effectivement une œuvre d'art, ça c'était prévu depuis le début. C'est une entreprise privée, vraiment des privés qui se sont mis ensemble pour choisir un artiste, avoir l'idée de ce qu'il faut développer ici et trouver des fonds. Donc cette œuvre d'art devrait prendre place ici l'automne prochain, dans une bonne année. Voilà, une œuvre d'art entièrement autofinancée. Ça tombe bien, on parle finance avec vous. Une UAPE plus un parc, vous l'avez dit en conférence de presse, c'est certainement l'UAPE la plus chère du canton. Alors les finances de Nyon vont finalement pas si mal. Alors je pense que ce n'est pas moi qui vais le dire que c'est la plus chère, mais certains conseillers effectivement qui sont soucieux des deniers communaux risqueraient de le dire. Alors justement, le coût global est d'environ 8,5 millions. Comment cette somme est ventilée ? Tout à fait, vous avez raison, c'est 8,5 millions, c'est 3,5 pour la rénovation de la maison, environ 900 pour le parc et le reste pour l'acquisition. Alors les conseillers avaient fait le vœu de garder cette maison, on aurait pu très bien la raser, reconstruire quelque chose. Quelles étaient les qualités patrimoniales qui font qu'il faut garder cette maison Gubler, plus que bien un peu de nostalgie pour tous les gens qui sont déjà venus se faire soigner ici peut-être? Alors je pense qu'aujourd'hui on remet une UAPE à des utilisateurs, mais on remet aussi à niveau une bâtisse historique qui était quand même notée, qui était classée. Donc je pense que la démolition n'est pas dans l'air du temps pour ce genre de bâtiment. Mais sur les qualités patrimoniales? Oui, alors nous avons une maison qui est, si vous avez remarqué, qui est juste magnifique dans ce parc. Et il aurait été effectivement dommage que le concours amène un nouveau bâtiment. Les pompiers volontaires recrutent. La Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers, en partenariat avec l'établissement cantonal d'assurance, sont en pleine campagne de recrutement au plan cantonal. Rendez-vous dans toutes les casernes du canton le 7 novembre. On allume la flamme et on en parle juste après en plateau. Avec nous en plateau pour en parler, non pas un, mais deux, mais trois commandants, à commencer par vous, Pierre-Yves Cortési, commandant du SDIS Niandol, avec vous également Stéphane Aguerre, commandant du SDIS Terre Sainte, et pour finir, Daniel Grosjean, commandant du SDIS Gland-Serine, avec un R, on l'aura soulevé. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Cette journée de recrutement, de manière très simple, Pierre-Yves Cortési, comment est-ce qu'elle va se dérouler ? Alors, cette journée de recrutement, elle a la spécificité quand même d'être intercantonale, puisque l'ensemble des cantons, des SDIS des cantons vaudois, genevois et neuchâtelois se sont unis pour avoir une seule date. Pour le canton de Vaud, ça veut dire que les 30 SDIS, toutes les casernes en fait, du canton de Vaud seront ouvertes à la même date, à savoir le jeudi 7 novembre. L'heure peut un petit peu varier, mais voilà, ça permet d'unifier les moyens de communication et surtout de pouvoir présenter tout ce qui est fait tous ensemble. Stéphane Aguerre, cette journée, ou plutôt les conditions de recrutement, quelles sont-elles ? Alors, pour devenir nouveau sapeur-pompier, il faut avoir déjà 18 ans révolus dans l'année d'incorporation, donc 2020 pour l'année prochaine. Il faut être disponible, motivé, et puis avoir quand même une certaine forme physique
pour accomplir les tâches des sapeurs-pompiers. Daniel Grosjean, j'y vais par étapes, vous l'aurez compris. Est-ce qu'on a tous quelque chose de pompier en nous finalement ou pas? Pour vous, cette journée de recrutement, si je fais appel à vos souvenirs, comment elle s'est passée? Alors, elle était d'un autre temps parce qu'il n'y avait pas de journée de recrutement à l'époque. C'était simplement sur la bonne volonté, c'était basé sur l'entraide qu'on avait au sein des villages. Hein, j'étais bien content d'avoir quelqu'un qui vienne si j'avais un problème chez moi, donc je me mets à disposition de la population. Donc c'est vraiment un acte citoyen que chacun peut mettre en œuvre simplement en mettant du temps à disposition pour cette cause. Pierre-Yves Cortési, j'imagine que cet acte citoyen, il est toujours là, mais aujourd'hui, s'engager en tant que pompier, qu'est-ce que ça implique ? Ouais, je pense que ça implique, évidemment, c'est quelque chose qui va apporter beaucoup de choses. Je veux dire, on en retire plein d'enrichissements, plein de connaissances, plein de rencontres qui sont magnifiques. Mais d'un autre côté aussi, c'est clair que c'est quelque chose qui est quand même prenant. Il ne faut pas qu'on le néglige. C'est un réel investissement quand même en termes de temps, en termes d'engagement. Mais ça en vaut vraiment la chandelle. Je rebondis sur la question du recrutement. Ça date aussi il y a pratiquement 30 ans, mais personnellement, ça a changé ma vie. J'ai rencontré des gens qui étaient hyper passionnés, un monde passionnant. C'est vraiment de belles rencontres et ça, je pense qu'on peut le souhaiter à tout le monde. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on recrute parce que finalement, il n'y a pas assez de gens par rapport à avant, tout le monde voulait s'engager. Aujourd'hui, peut-être que c'est un peu plus difficile d'appeler les gens? Je ne pense pas. La preuve en est, c'est qu'on a en général suffisamment de monde qui vient au recrutement, qui répond présent à ce recrutement, à tel point qu'on doit presque faire maintenant on fait des tests pour pouvoir se permettre de choisir les meilleurs. Mais il est clair que la grande difficulté est de pouvoir trouver des gens motivés, intéressés, qui ont envie de s'engager. Et de pouvoir coupler ça aussi avec la vie professionnelle. On ne va pas se leurrer, la grande difficulté est plutôt dans la journée. Et là, il faut encore que la personne, même si elle est hyper motivée, si elle a envie, si elle s'engage, si elle donne du temps, que son employeur joue le jeu aussi et accepte justement ce double engagement professionnel et sapeur-pompier. Et on vient de voir justement des images à l'écran. Le quotidien d'un sapeur-pompier, on l'a vu, c'est pas seulement éteindre du feu. Votre quotidien à vous, Stéphane Aguerre, c'est lequel ? Alors au niveau des sapeurs-pompiers, c'est clair qu'on a toujours l'image de feu, d'incendie, mais ce n'est pas vraiment toujours le cas. Ça représente peut-être 20% des interventions. Toutes les autres interventions sont des interventions comme des inondations, des assistances sanitaires, des pollutions légères. Toutes ces interventions-là, des sauvetages de personnes, d'animaux, font également partie des tâches des sapeurs-pompiers. Et là, justement, on a des images de Terre Sainte qui vous concernent. Quelle est peut-être sa spécificité ou qu'est-ce que vous retenez, en tout cas, de vos équipes à vous? Alors, disons, nous, pour le SDIS de Terre Sainte, on est donc un SDIS, peut-être on est le plus petit SDIS parmi les trois, mais je crois que les tâches sont à peu près identiques dans tous les SDIS. C'est en fait un second métier, si on veut bien. Toute la formation, l'instruction fait partie des tâches annuelles de nos sapeurs. Pierre-Yves Cortési, c'est un propos que vous rejoignez, cette homogénéité finalement de la région, du canton, de la Suisse? Oui, bien sûr. Je crois qu'on a tous le même but, la même passion. Et c'est clair qu'après, on a des moyens qui sont un tout petit peu différents, mais qui sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'on travaille toujours beaucoup ensemble. À tel point, c'est vrai que, par exemple, il y a le recrutement actuellement, mais ça va déboucher sur une école de formation, la première année de formation des futurs recrues. Et cette école, elle est commune. On fait une école tous ensemble, les 3 SDIS, parce qu'on a vraiment une base qui est commune. Et puis ensuite, même en intervention, parfois, il y a des moyens qui viennent conjointement d'un SDIS ou de l'autre, etc., pour intervenir. Daniel Grosjean, vous serez du coup mon élément par rapport au passé. Cette école, par exemple, vous l'aviez faite? Cette école, non, on l'a mise sur pied en fait. On s'était rendu compte qu'il y avait un besoin, que la demande des gens évoluait, que la demande évolue, et puis aussi les gens que l'on va former avaient besoin d'avoir une plus grande formation. Donc on a mis sur pied vraiment les bases de manière à leur apprendre, à faire acquérir les bases du métier sur une année et une deuxième année complétée au sein du SDIS à l'interne, de manière à rendre les gens plus performants. On a un réel besoin de performance, nous sommes moins, nous devons être plus efficaces, nous avons des moyens qui sont
plus évoluées auxquelles on doit pouvoir répondre efficacement. Un souci de technologie, enfin en tout cas de s'y adapter, c'est ce que vous nous dites. J'ai pu lire dans les chiffres qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers vaudois comptent près de 6000 hommes et femmes, c'est-à-dire que c'est pas assez? C'est assez? Il représente quoi ce chiffre? Mais ce chiffre représente une base, mais pour toute nouvelle arrivée, il y a aussi des départs. Hein. On subit aussi les affres, enfin pas les affres de la vie, on subit la vie courante. Et des emplois changent, des situations de vie changent. Et avec cela, des départs au sein de nos casernes que l'on doit compenser par un recrutement que l'on fait chaque année, qui est nécessaire chaque année pour compenser ce que l'on perd au cours de l'année. Pierre-Yves Cortési, comment est-ce qu'on gère ça? Ça passe justement par ce recrutement qui est effectivement important. Je rebondis là-dessus. Signaler quand même que le nombre de sapeurs-pompiers ne cesse de diminuer. Je veux dire, voilà, depuis les 20 dernières années, c'est un chiffre qui est en perpétuelle diminution. Donc on doit avoir des gens peut-être plus impliqués encore. On parlait de l'engagement. Peut-être que voilà, cet engagement risque de prendre encore plus d'importance parce qu'on repose sur des intervenants qui sont extrêmement précieux. Et on rebondit aussi sur cette notion de jour où typiquement, là, on a peut-être, on peine pas tellement à recruter, mais on peine à recruter des gens qui sont disponibles la journée. Et sur ces personnes, c'est clair qu'il commence à y avoir une charge relativement importante. En France, sur certains articles, j'ai pu lire que de plus en plus de femmes s'engageaient. Est-ce que c'est une tendance aussi aujourd'hui en Suisse, dans le district, que vous constatez ou pas? Oui, alors ça c'est clair que maintenant, alors c'est quelque chose qui est rentré complètement dans les mœurs. En tout cas, au sein du SDIS Nyons-d'Aude, je crois qu'on a environ pratiquement 10% maintenant de femmes qui nous ont rejoints. Chaque année, c'est quelque chose qui s'accentue et je crois que cette notion, elle est valable partout au niveau des SDIS, du canton et évidemment de la Suisse entière. Stéphane Aguerre, je ne sais pas combien d'années d'actifs vous avez justement derrière vous. Alors pour ma part, moi j'ai 29 ans d'activité pompière. Alors à l'époque, évidemment, on a connu les sapeurs-pompiers de commune. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On a du matériel de pointe. La formation doit être aussi à la hauteur. Et puis toutes ces choses-là fait qu'on a besoin effectivement de personnes pour les sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez peut-être une intervention qui vous est restée marquée? Alors les interventions qui marquent sont malheureusement ces interventions de feu qui sont toujours impressionnantes. C'est peut-être ces interventions qui sont marquantes. Voilà, c'est plutôt ce genre d'intervention qui laisse un peu une petite trace dans la mémoire. Daniel Grosjean, même question. Une intervention qui vous aurait particulièrement marqué? Moi, je ne pense pas qu'une intervention nous marque. C'est plutôt plein de sensations qu'on a, des images qui nous reviennent. Un grand-papa qu'on a pu sortir par la fenêtre de son appartement. On a des moments qui sont à la fois durs, mais aussi des moments qui sont très émouvants. Puis par le simple fait de se dire, tiens, aujourd'hui, j'étais utile à quelqu'un, j'ai pu rendre service à quelqu'un. Une grande satisfaction. Ouais, je crois que la satisfaction du devoir accompli. Pierre-Yves Cortési, je vais vous laisser le dernier mot. Si vous deviez convaincre les gens qui nous regardent à venir justement à cette journée de recrutement le 7 novembre, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que c'est un défi de relever justement ce premier pas. C'est un premier pas, ce recrutement. Mettre aussi en avant le fait que c'est juste d'abord une rencontre. Ça permet vraiment de pouvoir faire le premier pas. C'est une séance d'information. On va présenter ce qu'on fait, nos attentes, nos besoins. Et c'est à l'issue de ce recrutement que les gens pourront dire oui, mais ça m'intéresse. C'est quelque chose où je sens quelque chose derrière. Et à ce moment-là, c'est clair que c'est un premier pas qui va déboucher par une année de formation. Mais peut-être ne pas avoir peur justement de faire ce premier pas. Venir nous voir, c'est déjà quelque chose de sympathique et découvrir comme on l'a fait nous il y a quelques années. Ça a franchement bouleversé un petit peu nos existences et voilà, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup de monde et c'est très gratifiant voilà, de pouvoir donner du temps pour les autres. On fait des choses passionnantes, on vit des éléments ou des événements qui ne sont pas donnés à tout le monde et je crois que ça c'est quelque chose à ne pas louper. Ça se ressent en tout cas quand vous en parlez. Peut-être un site internet où on peut trouver toutes les informations? Oui, le www.118-info.ch. Vous tapez simplement le numéro de votre commune et puis ça vous redirige directement sur la caserne. Vous saurez à quelle heure venir jeudi prochain. Merci beaucoup Pierre-Yves Cortési, Stéphane Aguerre et Daniel Grosjean d'avoir été avec nous. Merci. Quant à vous, à la Maison Bain, la date à retenir le 7 novembre dans toutes les casernes du canton.
Le mondial de fondue prend de la hauteur. Pour sa 3e édition, l'événement s'étend sur 2 communes, Tartenien bien sûr, mais aussi Essertines-sur-Rolle. Du 15 au 17 novembre, plus de 120 concurrents se disputeront le titre tant convoité de champion du monde, tandis que 100 000 gourmands sont attendus sur les 3 jours de cette manifestation bisannuelle. Fourchette et micro à la main, Florian Cavalieri vous en dit plus. Et c'est parti pour cette 3e édition du Mondial de fondue. Et cette année, le Mondial de fondue, un nouveau slogan, on prend de la hauteur. C'est juste, on prend de la hauteur avec notre nouveau partenaire Ballon du Léman. On prend de la hauteur, pourquoi ? Parce qu'on va sur une 2e commune, on arrive sur Essertines-sur-Rolle, pour justement agrandir encore l'infrastructure et pour accueillir encore plus de personnes qui adorent la fondue et qui adorent le vin de Tartenien. Oui, les adeptes de la fondue, ils sont nombreux. Cette année, vous attendez pas moins de 10 000 personnes sur ces 3 jours, dont bien sûr le cœur sera la journée du samedi avec le concours qui sera le meilleur maître de la fondue, qui sera le champion du monde de fondue 2019. Exactement, sur 3 jours, parce que le vendredi, on a une soirée MAD et une soirée MAD fondue. Donc ça, c'est vraiment le premier volet. Le samedi, comme vous l'avez dit, les sélections et les finales pour trouver, déterminer avec Philippe Chevrier comme président du jury, le nouveau champion du monde amateur et le nouveau champion du monde pro, en partant du principe que le pro qui a gagné en 2017 remet son titre en jeu. Donc chapeau bas, Bénédicte Vutriche sera là pour remettre son titre. Et le dimanche, une nouvelle journée, une journée famille, avec un brunch, avec un rallye familial dans le village, avec notre partenaire Rêve Suisse. Et pour conquérir ce titre de champion du monde de fondue, ils sont nombreux, près de 125 concurrents sont déjà inscrits, dont environ 20% de Français qui viennent relever le défi suisse. En tout, ils sont 25% d'étrangers à venir ici à Tartenien pour tenter d'obtenir ce titre. Et c'est juste, et on se réjouit de les accueillir. Il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui sont aussi suivis par leur TV locale. Donc on se réjouit vraiment de cette dynamique médiatique. Et puis, pour encadrer tout ça, alors là, l'organisation a mis le paquet. Vous avez augmenté le nombre de membres du comité et ce sont pas moins de 500 bénévoles qui viennent. 500 bénévoles et vous attendez encore des inscriptions justement pour encadrer ce concours. C'est juste, on a encore un petit réservoir de bénévoles qu'on cherche pour le samedi, surtout le samedi 16 novembre. Mais 500 bénévoles qui seront tous nourris, qui seront tous hydratés et qui auront tous le bonnet bénévole, le bonnet vert. Alors, pour encadrer tout ça, il y a aussi beaucoup de partenaires, notamment Présence Suisse, qui s'occupent de diffuser cette image du mondial de fondue à travers les ambassades suisses et qui assurera aussi sa présence sur le site. On a Nicolas Bidot, l'ambassadeur Nicolas Bidot, qui sera là pour la représentation Présence Suisse. Et c'est vrai que pour nous, c'est une question de crédibilité d'avoir Nicolas au sein de la partie officielle qui sera dès 10h30 le samedi, avec 3 coups de canon, on a dit, 3e édition, 3 jours, et les coups de canon par la batterie d'artillerie des milices vaudoises. Alors la présence, justement la présence de Présence Suisse, Didier Miéville, vous êtes le directeur de Nyon Région Tourisme. Est-ce que ça se vend bien le mondial de fondue ? Alors clairement on espère que ça se vend bien au niveau de la promotion de la région. C'est un événement extraordinaire, c'est un événement percutant, c'est un événement innovateur. Encore, on le voit encore cette année avec voilà, pour associer les ballons du Léman, la montgolfière avec l'événement. Et puis c'est vrai qu'on de notre côté on a pu mettre sur pied, grâce à l'organisateur, grâce aux hôteliers de la région, des packages touristiques. Donc clé en main, le touriste peut acheter son passe mondial de la fondue, sa nuitée, même encore un repas s'il le veut supplémentaire dans les hôtels, un menu la côte. Et donc on se réjouit de pouvoir mettre en avant ces packages touristiques avec l'événement du mondial de la fondue. Quand même, vous avez de la chance, le Paléo, le mondial de la fondue, j'imagine que les autres régions touristiques, les autres offices de tourisme vous envient. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Il faut relever que dans le canton de Vaud, on a des très très beaux événements, mais c'est vrai que Nyon, la région de Nyon dans son ensemble, fait bonne figure à ce niveau-là aussi. Alors, comme on l'a dit, le mondial de fondue prend de la hauteur. Vous l'avez dit, Didier Miéville, il y aura la présence des ballons, de ballons, justement. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer avec ces montgolfières. Alors, on le voit derrière nous, c'est une nacelle où on peut manger la fondue en volant. Alors là, pour des raisons logistiques, on est à terre. Mais la famille qui va gagner le rallye pédestre du dimanche va pouvoir gagner une vraie fondue avec un vrai vol, avec un vrai ballon et en famille.
Alors donc, pour résumer, 3 jours de fête, 3 jours de fête autour du fromage avec près de 10 000 personnes attendues, une grosse infrastructure tout autour. Quel est le conseil que vous donneriez à qui veut venir ici, à Tartonien et Essertine, pour participer à cet événement? Alors c'est de venir avec son bonnet, avec ses copains, avec sa famille. Il y a des navettes depuis la gare de Rolle, des navettes depuis le parking de la One. On prend tout ça à charge, donc tout est offert au niveau des navettes. Et puis surtout de découvrir notre petit village qui passe de 240 habitants à 10 000 sur 3 jours. Donc c'est vrai que pour nous c'est un réel challenge. Et là un gros clin d'œil au comité, parce qu'on est 18, on est des miliciens, il n'y a pas de société événementielle qui est derrière. Donc un gros clin d'œil à ces gens extrêmement motivés. Donc venez tester la fondue, venez tester les vins de Tartonien, venez tester l'amabilité des tartevinois ou des ronges-souches ou même des cacavites pour aller jusqu'à la fin. Donc venez découvrir ce petit écrin au cœur de la côte. Voilà, le mondial de fondue, c'est du 15 au 17 novembre et ici à Tartonien, on a déjà commencé. Santé. L'occasion de lever aussi notre verre au succès de la cave de la Côte, élue cave de l'année 2019. Une distinction reçue jeudi 24 octobre à Berne parmi un record de 544 caves en lice. Elle décroche aussi la plus haute distinction au niveau national avec le titre de cave suisse de l'année. On termine cette édition avec une page de sport. Les flag footballeurs de la Côte Centurion ont remporté samedi à Morges le premier titre en élite de l'histoire du club lors de la finale de la Ligue romande face au Riviera Saints. Pas sûr que je le dise à chaque fois, mais j'ai un pro avec moi qui va m'aider. Benjamin Rickenbacker, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci à vous. Félicitations à toute l'équipe et à vous. Merci, c'était une super aventure. On est très content d'avoir remporté ce titre pour la ville de Gland et toute la région. Ouais. Plaçons justement le contexte et les règles du jeu. Tout d'abord, le flag football, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une version simplifiée du foot américain, donc ça reste un jeu de gagne-terrain. On joue sur un terrain d'environ 60 mètres de long et 25 mètres de large. Ça joue à 5 contre 5, il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Et on a 4 tentatives, donc 4 essais pour passer la ligne du milieu et après 4 essais pour aller scorer en passant la ligne. Ça s'appelle un touchdown, c'est ce que tout le monde a entendu parler à la télé. Voilà. Touchdown, bon, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, moi on a toujours du mal à m'expliquer la règle du hors-jeu. Donc un touchdown, c'est quand on touche quelqu'un sans contact. Le touchdown, c'est simplement le fait de marquer. C'est comme au rugby, c'est un sport qui est peut-être plus familier pour les téléspectateurs. Il faut passer la ligne dans le but et le fait, quand le ballon passe cette ligne, ça s'appelle touchdown et ça déclenche 6 points et c'est comme ça qu'on score, notamment dans ce sport. Et une belle victoire en tout cas pour vous. Un sport qui rassemble les retraités du football américain, j'ai envie de dire. Oui, alors ça c'est le petit tacle que vous me mettez. Alors il faut savoir que nous, pour notre club, c'était une façon de se réinventer, de se renouveler. On a eu une existence depuis 2005 et notre dernière saison a été en 2017. Et je dirais que de 2010 à 2016, en tout cas, on a joué le titre chaque année. On était tout le temps en play-off, qui sont les phases finales de ce sport. Et c'est vrai que maintenant, eh bien, quand vous avez une équipe aussi importante, c'est un sport qui demande peut-être une quarantaine de personnes. Et en tout cas, 35, idéalement 35 en match, c'est compliqué, l'âge avançant, les familles, le travail, etc., de poursuivre. Et le flag football se joue à 5 contre 5, donc c'est beaucoup plus facile, à l'instar du basket par exemple, d'avoir une équipe de copains motivés pour aller s'amuser le samedi après-midi. Voilà. Un sport qui est à la mode aussi aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait à la mode. Il faut savoir que cette saison, par exemple, il y a eu beaucoup de différences de gabarit. Il y a eu des filles qui ont joué, notamment en finale contre nous. C'est beaucoup plus sympa. Il y a une catégorie junior, mais on peut jouer jusqu'à point d'âge. Mon adversaire direct, donc le quarterback des Saints de la Ribera, avait 50 ans, par exemple. Il disait qu'il était en pleine forme et ça lui faisait tout à fait plaisir de continuer ce sport. Et c'est le cas pour nous également. Remporter justement le premier titre en élite de l'histoire du club, on voit la médaille devant vous. Et la photo notamment, qu'est-ce que ça représente pour le club, ce titre ? Ah, écoutez, c'était vraiment un accomplissement parce que c'était la seule survie du club. C'est notre coach, qui était mon coéquipier, Alexandre Vacas, que je salue évidemment et que je remercie grandement pour son engagement, qui s'est dit comment est-ce qu'on va continuer à jouer. C'était l'année passée. Il s'est dit on va monter une équipe de flag football pour continuer. Et il a réussi à créer un bon noyau de joueurs en ayant pris les compléments qu'il fallait cette année. Et c'est vrai que tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose à jouer. Il m'a demandé de revenir. Moi, j'ai joué coordinateur offensif, donc j'étais le coach de l'attaque ces années. Et c'est vrai que j'ai régulièrement continué. Quarterback, exactement. J'apprends gentiment. Ouais. Moi, j'ai joué dans les années 2006, 2010, c'était ma dernière saison. Après, je les ai coachés beaucoup et il m'a demandé de revenir leur donner un coup de main. On a eu un super noyau de joueurs
Et c'est vrai qu'avec la continuité, la camaraderie et notre bonne entente avec tout ce qu'on a développé ces dernières années, on a pu monter une équipe super en route pour le titre et on a fait une très belle saison, effectivement. Justement, une très très belle réussite. Vous avez remporté tous vos matchs. À quoi vous attribuez ce succès, justement, à ces éléments que vous venez de nous citer ? Alors, je dirais que c'était un bon mix entre des anciens éléments et des gens qui étaient évidemment très motivés. Et il y a eu une énorme bonne entente dans l'équipe, une grande camaraderie. Et je pense que notre succès a été par une attaque exceptionnelle. On finit quand même avec les 3 meilleurs marqueurs du championnat, qui sont donc mes coéquipiers Maxime Henriot, Rémi Franco et Andrea Linder. Ils finissent respectivement 1, 2 et 3. Et ils ont marqué un nombre de points absolument ahurissant. Et je pense qu'on a réussi à montrer qu'en attaque, on pouvait vraiment faire quelque chose. On tourne en moyenne à 45 points de moyenne, ce qui correspond à 7 fois 7 touchdowns. Donc on marque 7. Et en défense, on a eu vraiment une défense rideau de fer. On s'en prenait 2 à 3 par match. Donc ça correspond à un score de 45-15, mais en fait, c'est 7 touchdowns marqués pour 3 encaissés. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça nous donnait l'élan pour aller jusqu'au bout. Ouais. Score de la finale d'ailleurs, 39-25, assez serré. Allez, c'est serré, non, ça paraît serré, mais en fait, je pense que ça a été notre force toute l'année. On a des séries offensives. En moyenne, on en a 8 par match. On a scoré 7 fois sur 8 ou peut-être 6 fois sur 7. On a laissé une passer et ça a été notre grande force toute la saison de pouvoir avancer. Je pense qu'on a réussi à se mettre très vite à l'abri pour garder l'élan et surtout intellectuellement et mentalement, émotionnellement, ne pas s'effondrer et aller jusqu'au bout. Ça a été notre grande force toute la saison. Donc une saison entièrement réussie, saison précédente, 3e marche du podium. Donc à l'avenir, quels sont les objectifs de l'équipe ? Alors effectivement, c'était la préoccupation de notre coach Alexandre Vacas. Après la finale, il nous confia très vite, il nous a dit on a gagné, 14 victoires, 0 défaites, les 3 meilleurs marqueurs, la meilleure attaque du championnat, une excellente défense, des gens motivés. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite ? Alors la suite, c'est la Ligue suisse. Il existe la SAF, SAFV, et peut-être on va aller défendre nos couleurs au niveau suisse pour retrouver les Suisses allemands qu'on avait joués il y a quelques années quand nous, on faisait le foot américain tackle, donc la version avec contact et les épaulières et le casque. Et tout ce qui va avec, ce serait un joli retour sur la scène nationale, effectivement. Pour terminer, Benjamin, vous me faites une passe ? Il faut l'attraper alors. Je vais essayer. Touchdown. Pas mal. Et comment je lance ? Comme ça. Parce que j'ai vu le ballon, il a tourné. Ah, il tourne pas aussi bien. Voilà, on n'est pas pro. Comme quoi, il me reste encore quelques entraînements à faire. Benjamin Rickenbacker, merci d'avoir été avec nous. Félicitations à toute l'équipe qu'on salue. Quant à nous, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.